Salut à toi, nous sommes Marie et Julien, experts comptables et moralistes, banquiers d'affaires et surtout investisseurs. Nous te souhaitons la bienvenue dans ce nouvel épisode de Kick le Boom Dream, un podcast où on parle d'investissement, de finances personnelles et d'entrepreneuriat en détente et dans la bonne humeur, avec un objectif, te permettre de nous suivre dans la quête de sortir de la rat race et de prendre ton destin en main. Grâce à nos expériences pro et à notre vie d'investisseur, nous te donnons les conseils qui nous ont permis d'avancer dans la construction d'un patrimoine immobilier et financier, principalement cryptoactif. Chaque semaine, nous abordons un sujet en le vulgarisant au maximum pour qu'il soit le plus intéressant. Nous recevons un invité par mois avec un parcours inspirant et une expertise différente sur de nouveaux sujets. Si tu apprécies notre podcast, je t'invite à t'abonner sur ta plateforme d'écoute, à nous laisser une note 5 étoiles et à partager cet épisode et ce podcast à 2 personnes de ton entourage pour nous aider à le faire grandir. Je te laisse tout de suite avec l'épisode et je te souhaite une très bonne journée. Bon, cette semaine, est-ce qu'on a une petite boom anecdote à part le fait que... Déjà on en a plusieurs. Après, déjà le fait que l'épisode a été retardé cette semaine, on en est vraiment désolé, mais bon, c'est la faute de Julien. Ça arrive et ça c'est ma faute. Simplement que je suis revenu du ski extrêmement malade et que quand vous avez 39 de fièvre, c'est pas le bon moment d'enregistrer un podcast, sauf si vous voulez lâcher dinguerie sur dinguerie. Donc on l'a reporté un peu, là c'est pas grave, il sort mercredi ou jeudi, on s'en remettra. En tout cas, on apprécie de voir que vous continuez à bien écouter notre podcast et à écouter les autres épisodes quand on n'en sort pas le lundi, donc vraiment ça nous fait très plaisir. Et effectivement, on avait 2 boom anecdotes cette semaine. Il y en a une qui justement, donc là on enregistre le podcast, on est mercredi 10 janvier au matin et hier soir il y a eu une grosse dinguerie aux États-Unis parce qu'en fait ça fait à un moment donné, on a déjà parlé dans le podcast qu'il doit y avoir la publication des ETF spots sur le Bitcoin et en fait aujourd'hui c'est la date limite où la SEC doit les approuver. Et hier soir il y a eu un piratage du compte Twitter de la SEC où en fait ils ont fait un tweet où simplement ils ont annoncé que les ETF étaient approuvés et que ça y est, on allait pouvoir les trader à partir de mercredi ou jeudi. Et en fait, forcément, derrière le Bitcoin a pris 3 ou 4% d'un coup, donc une énorme bougie verte à la minute sur le marché. Et en fait, un quart d'heure après, il y a Gary Gensler, le président de la SEC, qui a refait un tweet avec son compte personnel en disant que non, c'était un piratage et que il n'y avait pas encore d'annonce comme quoi les ETF étaient approuvés. Donc en fait c'est énorme parce qu'on se croirait presque comme dans une série Netflix où il y a une dinguerie avec à la dernière minute un piratage du compte, alors quand même c'est une institution gouvernementale américaine. Enfin je veux dire, là ils vont quand même faire une enquête et je serais pas étonné qu'il y ait déjà la NSA et la CIA sur le coup de savoir qui est à l'origine du piratage et de ce tweet qui est tout simplement une manipulation de marché. Donc en fait c'est grave parce que toute la journée vous avez la SEC qui essaye de soi-disant protéger les épargnants contre les manipulations de marché sur les crypto-monnaies et en fait ils arrivent à se faire pirater leur propre compte. Donc ça c'était la première dinguerie, donc j'espère que vous l'avez pas raté. Et en fait c'est toujours pareil dans les marchés financiers de manière générale, mais particulièrement dans les crypto-monnaies, évitez vraiment ce qu'on appelle le trading de news, c'est-à-dire d'attendre qu'il y ait vraiment une grande nouvelle pour passer un ordre. Soyez toujours plutôt dans un investissement plus moyen terme, on va dire plutôt en hebdomadaire et pas sur des trades, ce qu'on appelle intraday, parce que en fait c'est très imprévisible et que là typiquement c'est un coup de théâtre. Si jamais vous étiez rentré sur le marché et vous avez dit je vais faire des plus-values au moment de l'annonce, 5 minutes après on venait vous dire qu'en fait c'était une fausse annonce et le marché reperdait 6% dans l'autre sens. Surtout que la news elle est tombée hier soir pour nous, mais chez les Américains il était 13h30. Voilà, donc en fait on n'est pas du tout sur les mêmes horaires, ils sont beaucoup plus réactifs que nous d'ailleurs au vu des ventes, etc. Donc tu recommandes encore une fois le DCA sur des cryptos ? Oui, le DCA, je pense vraiment particulièrement quand vous êtes soit débutant, soit que vous n'êtes pas encore un investisseur très aguerri, ou simplement que vous n'avez pas énormément de temps à accorder à ce type de classe d'actifs. Je vous recommande particulièrement de faire du DCA, parce que vraiment ça vous soulage à la fois sur le temps à accorder, parce qu'en fait c'est vous qui décidez de donner un peu de temps tous les jours, un peu de temps toutes les semaines ou un peu de temps juste tous les mois à mettre en place vos investissements. Vous pouvez même les automatiser sur certaines plateformes en mettant des ordres hebdomadaires, etc. Après moi j'aime bien faire un DCA plutôt actif où je time moi-même, parce que avec le temps j'arrive quand même à avoir une certaine analyse des cours, à savoir quel est le meilleur moment pour faire un DCA et à quel moment peut-être les cours sont un peu hauts, il vaut mieux attendre une semaine de plus ou quelques jours de plus. Enfin ça c'est les volontés de chacun, mais alors quand il y a des news, etc.,
vraiment tenez-vous à l'écart et toujours pareil, évitez les effets de levier parce que là, si vous étiez rentré en effet de levier 50 en vous disant que ça y est, ça allait partir sur la lune, en fait, vous seriez fait juste liquider votre position et vous auriez perdu l'intégralité de celle-ci, quoi. Ok, pour cette bonne anecdote. Est-ce que tu en as une deuxième? Alors oui, il y en a une deuxième. Alors là, cette fois, on est très content. On a enfin une négociation dont vous avez parlé, je pense, il y a au moins 4 ou 5 épisodes. Ça fait un mois qu'on est dessus. Bref, c'est la plus longue avec un gros boomer en plus. C'est ça. En fait, on a enfin eu un accord sur le prix. Donc on est assez content. On est à 2000 € près sur le prix qu'on s'était fixé au début de la négociation. On a négocié quasiment 20 000 € sur le prix initial. Donc on est très content. Ça va être un bel investissement de plus. Celui-ci, pareil, on vous le détaille pas tout de suite parce que moi, j'aime bien toujours attendre que le compromis soit signé, etc. Avant de vous présenter les chiffres dans le détail. Surtout que on a une estimation pour l'instant un peu, on va dire en gros de la rentabilité qu'on va pouvoir en tirer. On fera une estimation un peu plus précise dans les semaines qui viennent, donc on attendra ça pour vous la présenter. Mais voilà, c'était la deuxième bonne nouvelle de la semaine. Sachant que ce gros boomer, au début, il voulait pas nous dire oui à nous parce que... Soit disant on était trop jeunes. C'est ça, en fait. Pour rappel, en fait, ce qui s'était passé, c'est qu'on avait vu l'annonce de ce bien à 2 prix différents sur Le Bon Coin. Vraiment très bonne plateforme pour chercher des biens. Et du coup, ce qu'on a fait, parce que actuellement, nous, sur nos sociétés, on est pris sur d'autres projets, mais il y a une société qui n'est pas prise. Et en fait, c'est une société que Julien a en commun avec quelqu'un d'autre. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est que nous, on y est allé de notre côté, et après, on a envoyé l'autre personne de la société de Julien visiter ce bien. Et en fait, le vendeur avait dit que nous, ça lui allait pas du tout de nous vendre à nous parce qu'on en était trop jeunes, que ça se voyait qu'on savait pas de quoi on parlait parce que ce qu'on voulait faire dedans c'était complètement impossible et qu'il voyait pas du tout l'intérêt. Et au final, ce gros boomer quand même, il est parti avec nous. Oui, alors après, ça c'est toujours pareil. Ce qui s'est passé, c'est que en fait, ça sera... On vous en avait un petit peu parlé, je sais pas exactement si cette info-là venait vraiment du vendeur en lui-même ou de l'autre agent immobilier, parce qu'en fait c'est l'autre agent immobilier qui l'avait dit à ton associé. Mon associé que j'avais envoyé visiter. Et en fait... je pense qu'il restera un mystère là-dessus, mais c'est possible aussi que ce soit l'agent immobilier qui a un peu joué là-dessus, même si c'est toujours pareil, quand il y a des espèces de rumeurs comme ça, il y a toujours un fond de vérité derrière. Ce qu'il en est, c'est que moi, depuis le début, je pense que l'agent immobilier avec qui on est parti, je le trouvais meilleur, enfin en tout cas par rapport au ressenti que m'avait donné l'associé de l'autre agent immobilier, et c'est intéressant parce que ça introduit parfaitement le sujet d'aujourd'hui, où on va parler des agences immobilières, justement, et de vous expliquer un peu le rôle des agents immobiliers dans les négociations, et comment, en tant qu'investisseur, particulièrement si vous n'avez jamais fait d'investissement, comment vous devez appréhender un petit peu vos relations avec ces professionnels de l'immobilier qui sont, on va pas se mentir, incontournables. Je veux dire, il y a très peu de ventes qui se font sans eux aujourd'hui. Et justement, dans du coup l'anecdote de la négociation dont on parlait, il y avait d'un côté un agent immobilier avec une agence et de l'autre un mandataire immobilier. Donc c'est intéressant aussi parce qu'on y reviendra au cours de cet épisode. Ok, donc du coup on a bien compris, le thème de l'épisode c'est les agents immobiliers. Alors, qu'est-ce qu'un agent immobilier et quel est son rôle, en France en tout cas? Alors c'est simple, l'agent immobilier en fait c'est tout simplement le professionnel de l'intermédiation immobilière. Donc son rôle c'est tout simplement de faire le lien et de gérer la négociation entre un vendeur qui a un bien immobilier et un acheteur. Après, un intermédiaire du coup. C'est ça. Alors ça c'est vraiment dans le cas général et les grandes lignes. Pour être plus précis, quand vous êtes agent immobilier, vous ne faites pas que des ventes immobilières, vous gérez également les ventes de fonds de commerce, les ventes de parts de sociétés immobilières qui sont non cotées. Donc tout ce qui est SCPI, c'est pas chez les agents immobiliers, mais par exemple si vous détenez une SCI avec un bien immobilier dedans et que vous vendez votre SCI, c'est également un agent immobilier qui se chargera de la vente. Voilà. Son rôle, c'est d'être professionnel là-dedans, et on va dire ce qui caractérise le fait qu'il soit professionnel, c'est qu'il en fasse plusieurs par mois, par an, parce que en France, vous avez le droit en tant que particulier avoir une rémunération, donc d'avoir une commission si jamais vous mettez en relation un vendeur et un acheteur. Donc ça, c'est autorisé. D'ailleurs, l'avantage, c'est qu'en plus, vous êtes exonéré de la commission que vous percevrez, mais voilà, grosso modo, vous avez le droit d'en faire une par an, voire une toutes les 2 ans maximum, parce que sinon vous êtes considéré en fait comme un professionnel de l'immobilier avec les problématiques d'assurance, etc. Alors que voilà, en France, tant que vous mettez en relation 2 personnes et qu'ils vous versent une commission et que ça n'arrive qu'une fois, vous restez un particulier, vous n'avez aucune responsabilité particulière, mais vous pouvez quand même percevoir une commission. Ça, c'est aussi important de le savoir.
D'un point de vue responsabilité, est-ce qu'ils nous protègent? Est-ce qu'ils sont protégés? Comment ça se passe? Alors, au niveau de leurs obligations, c'est avant tout un devoir de déontologie. Donc, c'est tout simplement que ça va être une question de donner l'intégralité des informations aux deux parties. Donc, à la fois le vendeur, de bien lui expliquer quelles sont les règles de vendre un bien, comment est-ce qu'il va devoir s'y prendre, d'expliquer par exemple la problématique des diagnostics immobiliers. Voilà, c'est vraiment le rôle de l'agent immobilier de gérer ce type de questions auprès du vendeur et auprès de l'acheteur. C'est lui donner toutes les connaissances qu'il a du bien et d'éclairer au maximum son choix de se positionner ou pas et à quel prix sur la vente de ce bien. Après aussi, est-ce qu'ils nous accompagnent chez le notaire? Parce que du coup, ils ont quand même... normalement, ils savent tout sur le bien en question. Alors, et du coup, est-ce que ça les engage? Alors, ils n'ont aucune obligation d'assister au... Alors, c'est toujours pareil, c'est que là aussi, en soi, ils n'ont aucune obligation ni d'assister au rendez-vous de signature du compromis ou de l'acte de vente chez le notaire, ni de forcément faire l'intermédiation entre le notaire du vendeur, le notaire de l'acheteur, de donner les différents éléments du bien. Ça, c'est quelque chose qu'ils font dans la pratique, mais ils n'ont pas d'obligation de le faire. Ce qui fait que, bon, on vous le racontera autour des différentes anecdotes, parce que bon, là, forcément, nous, des agents immobiliers, on en raconterait combien? Je pense une cinquantaine, depuis le temps, largement. Et il y en a qui font très bien leur travail, et à l'inverse, il y en a d'autres, limite, c'est en fait, vous voyez une fois, ils vous ouvrent la porte, après, vous n'en entendez plus parler, et ils vous prennent quand même 5 ou 6% du prix de la vente du bien. Tu vois, c'est rigolo, parce qu'à chaque fois que je pense aux agents immobiliers avec qui on a fait affaire, du coup, je me rappelle que de ceux qui sont bien, et au final, il n'y en avait pas tant que ça, surtout ceux. Les autres, je me rappelle pas trop, mais ceux qui sont bien, par contre, c'est vraiment oui, c'est pour ça, là, justement, on va vous expliquer un petit peu aussi comment nous, en tout cas, on a identifié des agents immobiliers qui étaient bons et avec qui on prend plaisir à travailler, et ceux tout simplement qu'il faut éviter, parce que bon, moi j'ai commencé l'immobilier à l'époque où sur internet, on va dire que les poids lourds c'était Yann Darwin et Olivier Seban, et eux ils aimaient pas trop les agents immobiliers, ils avaient toujours tendance à dire que c'était simplement des ouvreurs de porte en fait. Donc, c'est pas tout à fait faux en fonction des personnes. Oui, bon, le métier de base n'est pas ça, mais c'est ça, ce qui peut ne pas être faux, parce qu'en fait aujourd'hui le métier d'agent immobilier il est alors il est à la fois facilement accessible et pas facilement accessible. Donc ça c'est déjà un autre élément qu'on peut expliquer sur le métier, c'est que contrairement par exemple aux États-Unis où n'importe qui peut être agent immobilier à son compte, en France vous avez besoin pour être agent immobilier et exercer à votre nom propre d'avoir ce qu'on appelle la carte T. Donc la carte T c'est tout simplement la carte transaction immobilière. Il y a d'autres cartes, vous avez la carte G pour la gestion locative, la carte S pour les syndics de copropriété, mais retenez que voilà, si vous voulez simplement vendre de l'immobilier, vous avez besoin de la carte T et vous devez la demander auprès des chambres de commerce et de l'industrie. En théorie, c'est assez facile de l'avoir parce que au niveau des conditions de diplôme, déjà si vous avez un BTS profession immobilière, vous pouvez la demander. Si vous avez une licence en droit, économie, gestion, commerce, vous pouvez la demander aussi. Si jamais vous avez simplement le bac, il faut justifier que vous avez 4 ans d'expérience dans l'immobilier. Et si jamais vous n'avez aucun diplôme, donc vous n'avez même pas le bac, il faut justifier que vous avez 10 ans d'expérience dans l'immobilier. Et il y a des montages du coup en société qui font que s'il y a un homme de paille qui a la carte T, vous pouvez ne pas l'avoir et profiter quand même des transactions. T'as raison. Ça me permet de faire la transition sur qu'est-ce qu'un agent immobilier et quelle est la différence avec un mandataire, je crois. Non, enfin on y reviendra tout à l'heure sur la différence agent immobilier et mandataire. C'est un peu différent de ça. C'est qu'effectivement, ça c'est l'aspect un peu plus difficile d'avoir la carte T, parce qu'en théorie c'est facile de l'avoir, mais il y a beaucoup de gens qui ne la demandent pas. Pourquoi? C'est qu'aujourd'hui, pour être agent immobilier, le plus simple, plutôt que de demander la carte T, faire toutes les démarches et se mettre en nom propre, tout simplement, vous allez être agent commercial pour une agence. Donc, soit vous êtes salarié, soit vous êtes en indépendant. Et en fait, vous allez bénéficier de la carte T de l'agence pour qui vous allez travailler. Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez ouvrir une agence immobilière, il faut qu'il y ait au moins une carte T. Donc, un des dirigeants de l'agence qui est la carte T. Effectivement, comme tu disais, si jamais vous voulez ouvrir une agence mais que vous n'avez pas la carte T, vous devez vous associer avec quelqu'un qui l'aura. Ça se fait très souvent, et en fait, la personne qui a la carte T va juste prendre une petite 5 ou 10% des résultats de l'agence, et vous allez bénéficier de sa carte T. Mais du coup, tous les collaborateurs à l'intérieur de l'agence,
ils n'ont pas la carte T, parce que s'ils ont une carte T, ils ont qu'à ouvrir leur agence et ça sera plus rentable pour eux. Alors qu'ils vont être simplement agents commerciaux, ils n'auront pas la carte T, mais ils vont bénéficier de celle de l'agence. Et par contre, ils vont devoir donner un certain pourcentage de leur commission sur les ventes qu'ils vont faire à l'agence. En fait, c'est un peu le prix pour bénéficier de la carte. Après, bon, forcément, normalement, une agence, ils accompagnent leurs collaborateurs, ils les forment, ils leur présentent à leur réseau, les notaires, etc. Donc, normalement, oui, ils bénéficient d'outils, il y a quand même pas mal de choses. Voilà, il y a quand même normalement quelque chose qui vient vous aider là-dessus. Nous, on a un ami qui est agent immobilier avec... Pour le coup, on n'a jamais fait affaire avec lui, mais on a vendu un bien par... Ah si, pardon, oui, on a vendu un bien, mais bon, on le connaît pas c'est d'avant, en fait. Ah oui, c'était un ami de longue date avant qu'on fasse des affaires dans l'immobilier. Et lui, il cède, je crois, 50% de ses honoraires à chaque fois. Donc dès qu'il fait une vente, il va facturer sa commission à 50% de ce qu'il aurait touché. Oui, en fait, c'est dégressif, c'est-à-dire que je sais pas, s'ils encaissent par exemple 40 000 euros de commission par an, ils vont donner 50% à l'agence, s'ils font peut-être 60 000, ça va passer à 40, s'ils font 100 000, ça va passer à 30. Voilà, c'est un peu une idée de pourcentage dégressif. C'est pour encourager les collaborateurs à faire le maximum de ventes, et plus ils font de ventes, moins sur le pourcentage de commission qu'ils vont encaisser, ils vont devoir reverser une partie plus ou moins importante à leur agence. Sachant que le métier d'agent IMO, je sais pas comment tu le vois, mais bon, moi de ce que je vois en comptabilité, en tant que cabinet comptable et qui a eu des clients agents IMO, c'est quand même un métier où l'argent est plus ou moins facile. C'est-à-dire que bon, dès qu'il y a une vente, c'est tout de suite des milliers d'euros de chiffre d'affaires. Alors après, il faut avoir des atouts commerciaux, tu vois, je l'entends, mais quand on est bon commercial, c'est très facile de bien gagner sa vie en étant agent IMO. Alors oui, effectivement, et c'est un peu peut-être le problème aussi, je sais pas, mais... En fait, le problème qui sous-tend ce point, c'est que, en fait, comme ça paraît facile, il y a beaucoup de gens qui veulent se lancer agent immobilier en se disant c'est facile d'être bon agent immobilier et on gagne des grosses commissions. En fait, c'est un peu la réalité qui fait que et nous-mêmes, on a croisé des agents immobiliers qui n'y connaissaient rien à l'immobilier, rien au bâtiment, rien à la fiscalité, qui n'étaient pas spécialement des bons commerciaux non plus. Enfin, il y a quand même beaucoup de gens qui se lancent là-dedans sans avoir aucun prérequis de connaître le métier. Enfin, c'est un peu, dites-vous, si vous lancez commercial dans l'automobile, vous devez savoir comment fonctionne une voiture, vous devez être informé des différentes marques, vous devez être informé des différentes technologies qui sortent dans l'automobile. Voilà, ça fait partie des prérequis qu'il faut savoir. Et dans l'immobilier, c'est pareil. Et effectivement, ceux qui maintenant sont bons, donc ont les connaissances, ont le réseau, sont bons commerciaux, forcément ceux-là vont faire des très gros chiffres. Vous avez souvent des agents immobiliers qui gagnent 100 à 200, voire parfois plus par an. Enfin, c'est assez impressionnant. Et après, quand ils arrivent en plus à créer leur propre agence immobilière, à avoir leur équipe de collaborateurs où ils vont récupérer une partie des commissions, ils vont en réalité faire des chiffres qui sont parfois astronomiques. Donc c'est sûr que c'est un métier où quand vous réussissez bien, mais il y a cette obligation de se former. Et comme en fait on l'a dit, l'accessibilité au métier est assez facile parce que soit il y a la carte T, donc là vous avez une obligation de diplôme ou d'expérience, soit si vous n'avez pas la carte T, il suffit que vous vous mettiez agent commercial pour une agence et les agences elles recrutent à l'appel des agents commerciaux parce que ça leur coûte rien. Vous êtes à votre compte, vous n'êtes pas salarié, donc en fait que vous vendez ou que vous vendez pas, si vous vendez pas, ils vont pas vous payer. Donc et si vous vendez, ils vont encaisser une partie de votre chiffre. Donc en théorie, ils ont surtout intérêt à avoir le maximum de commerciaux possible. Et donc pour vous, ça c'est facile parce que vous n'avez pas d'examen à passer, vous n'avez pas d'obligation de formation particulière. Donc vraiment, c'est open bar. Et le problème, c'est que si jamais on ne vous forme pas avant, en fait, on va vous lâcher. Et si vous connaissez rien à l'immobilier, vous êtes simplement dit que vous vous formerez sur le terrain, non, il faut quand même à un moment donné un petit peu se former un minimum sur la théorie avant de progresser sur le terrain, quoi. Le nombre d'agents qui, à chaque fois qu'on me posait des questions lors des visites, qu'ils étaient là. Je sais pas, du coup, il faudra que je demande. Ou quand on demande juste des documents, on est obligé de relancer 15 fois parce qu'en fait, ils ont oublié ou ils savent pas. Enfin, c'est... Oui, là typiquement première anecdote, mais c'est vrai qu'une fois on avait une agence immobilière, une agent immobilière qui nous avait fait visiter un bien et en fait elle voyait le bien pour la première fois en même temps que nous. Et ça, vous pouvez pas savoir à quel point c'est vraiment énervant. Parce qu'on a l'impression de les payer à rien faire, quoi. On découvre les choses en même temps qu'eux. Parce qu'en fait, c'est simple. Ils ouvrent la porte, quoi. Ouais, en fait, exactement. S'ils trouvent la bonne clé. Non, mais c'est ça, exactement. En fait, ils sont juste venus apporter les clés pour vous ouvrir parce qu'ils ont même pas fait l'effort d'aller visiter le bien. Après, attention, il peut y avoir des cas de off-market où voilà, si le bien il était à la vente le lundi et que vous venez visiter le mardi, oui, peut-être que l'agent immobilier a juste pas eu le temps de venir. Ça, c'est une possibilité. Ouais, mais regarde sur ceux qui étaient bons, ou même il y avait du off.
ils savaient déjà tout, ils étaient passés avant. Ils avaient creusé, les bons agents creusent. Mais bon, du coup, ça veut dire que l'agent immobilier n'était pas venu visiter. Donc en fait, normalement, le rôle d'un agent immobilier, quand il a un bien à vendre, il rencontre le vendeur, il vient visiter le bien et en fait, il se projette comme un acquéreur. Donc il va poser toutes les questions que va poser l'acquéreur. Comme ça, au moins, le vendeur lui répond, vu que le vendeur, c'est celui qui est sans doute le mieux à même de savoir, ou en tout cas, s'il ne sait pas, c'est à l'agent immobilier de chercher. Et comme ça, quand les acquéreurs potentiels vont venir, il pourra répondre à ces questions. Et c'est vrai que nous, ça nous est arrivé des agents immobiliers qui n'avaient jamais vu le bien et qui étaient incapables de répondre à la moindre question. Et par exemple, des trucs bêtes, mais ils y connaissaient rien en règlement de copropriété, ils y connaissaient rien... des questions bêtes dans le bâtiment. Après, attention, un agent immobilier, c'est pas un entrepreneur du BTP, mais je veux dire, faut quand même savoir si c'est du placo, si c'est un mur porteur, les arrivées d'eau, les compteurs électriques, est-ce que c'est des compteurs indépendants, des compteurs divisionnaires, parce qu'en fait, c'est des questions que vous êtes censé poser quand vous visitez le bien, donc ça serait bien qu'ils le sachent un minimum, mais que vous ayez l'info, quoi. C'est ça. Est-ce que on est sur un plancher bois, est-ce qu'on est sur une dalle complète, une dalle partielle, enfin, c'est pas des, je veux dire, on lui demande pas de refaire le bâtiment, on lui demande juste des questions simples sur la construction elle-même que normalement le vendeur doit savoir. Et par exemple, pour vous, ça vous permet au moins d'évaluer s'il y a des travaux à faire, etc. Et quand en fait il est pas capable de répondre, c'est un peu chiant parce que en fait on perd du temps. On perd du temps parce qu'il va falloir le relancer pour qu'il aille à l'info, à la pêche à l'info, c'est pénible. Oui. Ou alors on s'est parfois aussi retrouvé sur des cas où par exemple on avait des agents immobiliers qui pensaient avoir des réponses sur le règlement de copropriété. Alors ils nous répondaient un vague oui ou un vague non, et en fait quand on avait le règlement de copropriété dans les mains, c'est absolument pas ça, quoi. Et en fait ils vous font perdre du temps et ça a tendance un petit peu à vous agacer, vous, en tant qu'acquéreur, parce qu'on va pas se mentir, mais quand il y a plusieurs biens sur le marché, si on trouve 2 ou 3 biens intéressants, en fait on va plutôt avoir tendance à aller travailler avec l'agent immobilier qui est quand même le plus réactif, qui nous fait gagner le plus de temps, qui peut-être va être un allié dans la négociation et pas celui où on a l'impression de se demander il est agent immobilier depuis hier matin, quoi. Du coup, pour toi, c'est quoi les compétences vraiment essentielles d'un bon agent immo ? Pour moi, les bonnes compétences, il y a l'aspect commercial. Je dirais que l'aspect commercial, c'est pour l'agent immobilier lui-même, c'est-à-dire savoir vendre, savoir être avenant avec ses clients, ça c'est un petit peu la base, surtout s'il veut aller après chercher des mandats auprès des vendeurs. Après ça, c'est plutôt des compétences que lui-même doit avoir pour lui, pour être bon dans son métier. Ensuite, il y a les compétences qu'il doit avoir vis-à-vis à la fois du vendeur et des acquéreurs, où c'est un minimum de socle de connaissances, que ce soit en droit de l'immobilier, en fiscalité, en plus ou moins en copropriété, après avoir quelques connaissances dans le bâtiment quand même. Après, encore une fois, c'est pas un entrepreneur du BTP, mais voilà, il y a un minimum à savoir sur les travaux et sur savoir regarder en tout cas comment est plus ou moins fait une maison ou un appartement. Ensuite, il y a toute une partie de curiosité, et que je pense qu'en tant qu'agent immobilier, c'est surtout de l'organisation en fait. C'est-à-dire que normalement, moi je suis agent immobilier, je débarquerai chez mon vendeur avec plus ou moins un questionnaire, je lui ferai les questions tac 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 tac. J'essaierai peut-être de regarder s'il n'y a pas une ou deux questions que j'ai pas sur mon questionnaire que je peux poser en plus. Et normalement, quand mon acquéreur vient me pose des questions, il y a au moins 90% des questions que je suis capable de répondre du tac au tac en étant sûr de moi. Après, il y a toujours un acquéreur qui va poser une question, je sais pas moi, quelle est l'année de construction de la maison, ça des fois on peut plus ou moins le savoir. Mais c'est vrai que combien de fois ça nous est arrivé. Encore une fois, la dernière fois on visite un bien. Faut savoir que c'est une ville où les immeubles sont quand même assez vieux et où on va dire la plupart des bâtiments ont été construits au 19e siècle, voilà, entre la fin du 19e et le début du 20e siècle. Donc c'est des bâtisses qui ont plus de 100 ans. On visite un immeuble, on est au rez-de-chaussée, etc., sur des locaux professionnels. Et moi, je regarde l'immeuble, et surtout dans la rue, je vois qu'il dénote un peu. Je me dis, à mon avis, cet immeuble, il est quand même pas si vieux que ça. Et du coup, je pose la question. Et en plus, là, coup de chance, on avait le vendeur qui était présent à la visite également. Donc, je pose la question aux deux, à l'agent immobilier et au vendeur, et je leur dis, est-ce que vous connaissez l'année de construction du bâtiment ? Et là, ils me font, vous savez, dans cette ville, à mon avis, on est sur du 19e siècle, en tout cas, ça a l'air très très vieux, je sais pas si on retrouvera la date, etc. Moi, je regarde le bâtiment, et bon, moi non plus, je suis pas entrepreneur du bâtiment, mais maintenant j'en ai vu un petit peu, et je vois bien qu'on est quand même sur du béton armé, on est sur un bâtiment type années 70, en fait. Oui, c'est ça. Et ça se reconnaît assez facilement, en tout cas, on n'est pas sur un immeuble en pierre qui date de 200 ans. Du coup, je leur dis, je regarde la tête du bâtiment, moi, à mon avis, il est des années 70. Et effectivement, on a eu la réponse, il était de 79.
Mais moi, je me dis, c'est quand même dingue. Je viens visiter un bien, je me pose la question de l'année de construction. C'est important parce que pour des questions d'isolation, des questions de résistance du bâtiment, de savoir comment il a été construit, d'estimer peut-être les charges de copropriété que vous aurez dans le temps, c'est quand même des questions à poser. Et je me dis, c'est dingue. Ni le vendeur ne s'est jamais posé la question. Donc le mec, il avait acheté l'immeuble il y a 20 ans, il s'était même pas demandé quand il avait été construit, ou peut-être qu'il avait oublié, c'est une possibilité aussi. Et l'agent immobilier ne s'est pas non plus posé la question. Alors que pourtant, c'est quand même pas une question si bête parce qu'en fait, c'est marqué dans votre compromis de vente. Enfin, le notaire, il vous demande toujours, c'est marqué à la fois sur votre diagnostic technique et même votre notaire vous le remet dans le compromis puis dans l'acte authentique de vente. Donc c'est des questions, je me dis c'est dingue, l'agent immobilier s'est pas posé la question. Non. Bah, après c'est pas lui qui achète. Hein. Non, mais ça fait partie. Non, voilà. Quand tu me demandais la mais... question qu'est-ce que ça fait un bon agent immobilier, c'est être capable de répondre à ce type de questions qui sont pas des questions bêtes et qui sont des questions je pense que normalement tout acquéreur doit demander. Moi, si je devais retenir des compétences, des agents IMO qu'on a bien aimés, avec qui on a retravaillé, etc. Je dirais déjà des agents IMO qui répondent au téléphone, tu sais, qui sont réactifs. Tu leur dis un truc, t'as pas besoin de relancer, c'est fait, c'est eux qui reviennent vers toi à chaque fois. Ceux qui pensent à toi aussi après, du coup. Ils t'appellent pour savoir si t'es pas en recherche de quelque chose ou quoi. Oui. Je trouve ça bien. Et ceux qui arrivent quand même à faire entendre au vendeur une négociation quand même, parce que ça passe par lui normalement. Et il est censé susurrer des mots doux au vendeur pour que ça passe pour vous et pour lui, quoi. C'est vrai que la négociation, t'en as pas parlé. Et non, mais il a double tranchant pour lui, l'agent IMO. D'un côté, lui, il est intéressé pour que le prix se vende au plus haut, parce que sa com dépend généralement. Mais d'un autre côté, s'il veut que ça se fasse, ça va dans notre sens à nous, tu vois, d'acquéreur. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Oui, tout à fait. Alors effectivement, là, la négociation, tu soulèves un bon point, et c'est vrai que c'est un autre volet qui est super important et qu'un agent immobilier doit être capable de bien maîtriser, c'est être capable de faire l'intermédiation entre la négociation entre le vendeur et l'acheteur. Après, sur le fait que effectivement il est intéressé au fait que ça se vende le maximum, faut pas oublier qu'un agent immobilier, s'il prend par exemple 5% du prix de vente, si on arrondit des chiffres, on prend à 100 000 euros, c'est-à-dire sur 100 000 euros, il prend 5 000. Si ça se vend à 90 000, il va prendre 4 500. Donc les 500 euros de différence, sachant qu'il doit payer la TVA, qu'il doit refiler une partie de sa commission à son agence, qu'il doit payer son URSSAF, en réalité, dans le net, dans sa poche, ça va peut-être faire 100, 200, 300 euros de différence. Ouais. Donc bon, certes, il est intéressé quand même à ce que ça se vende à un prix intéressant pour son vendeur, surtout que c'est un peu dans son obligation de mandat de vente. Mais par contre, en réalité, lui, surtout son intérêt quand c'est un bon agent immobilier, c'est pas trop de s'accrocher sur le prix, mais de se dire faut que ça se vende le plus vite possible pour que j'encaisse ma com et que je puisse en vendre d'autres après. Donc en vrai, le bon agent immobilier, certes, il a intérêt que ça se vende au plus haut, mais surtout que ça se vende le plus vite. Et c'est là où dans la négociation, un bon agent immobilier doit être capable de faire entendre au vendeur que quand il y a un acheteur qui est intéressé mais qui veut négocier le prix, que le vendeur doit se mettre en capacité de négocier. Et c'est vrai que là, typiquement, on vient sur, pour moi, une vraie utilité des agents immobiliers. Entre faire une négociation sans et avec, c'est que quand vous faites une négociation sans, donc vous rencontrez en direct le vendeur, c'est lui qui vous fait visiter, c'est parfois compliqué de faire des offres agressives parce que il y a un côté un peu sentimental dans l'immobilier. Tu te rappelles, c'était un des premiers biens qu'on cherchait tous les deux. Et c'était une vente en direct, du coup, c'était avec le vendeur. Oui, ça, je m'en souviens. Et franchement, on a raté du coup la vente, mais on n'a pas compris la négociation qu'il voulait mener et c'était très compliqué. On avait diminué le prix. Enfin, on a fait une première proposition vraiment en dessous. Lui, il savait à quel prix il voulait le vendre. Et en fait, on n'était pas très loin, mais on n'arrivait pas à communiquer. Et au final, il a préféré le vendre à quelqu'un d'autre qui avait fait une proposition plus haute. Tu te rappelles ou pas de ce bien-là ? Non, je pensais à un autre. Du coup, celui-là, je crois que je m'en souviens plus. Mais ça va me. C'est de notre ville préférée. Oui, je me doute, mais je me souviens plus du bien. Que c'était un gros immeuble et en plus dedans il y avait eu Ah si, ça y est, oui, c'est bon, ça m'est revenu, oui, tout à fait. Et tu vois, encore une fois là, oui. Moi j'avais pas compris, en plus moi j'étais comme quoi les coups de mou ça arrive, mais moi ça m'avait vachement mis un coup parce que je comprenais pas la personne. Moi, ça m'a agacé, ouais. La personne que j'avais en face, surtout que c'était moi du coup qui faisait les échanges, et vraiment je comprenais pas où il voulait en venir, on n'arrivait pas à communiquer parce que bon, il était beaucoup plus âgé que nous, honnêtement. Oui, il a une cinquantaine d'années le vendeur. Et on se comprenait pas, et en fait peut-être qu'avec lui un agent IMO ça aurait peut-être fait
le café, quoi. Exactement, parce que oui, effectivement, parce que justement, des fois pour 2-3 000 euros, il faut savoir soit l'un, soit l'autre, je parle du vendeur ou de l'acquéreur, être capable de faire le pas et de se dire bon, mais pour 2 000 euros, on va arrêter de se battre et on va les signer. Et c'est vrai que quand vous êtes en direct avec le vendeur, c'est compliqué parce que surtout, si jamais vous avez un vendeur qui vend tout seul, alors il y a plusieurs cas. Soit le mec a du temps pour le vendre, il se dit je vais pas filer une commission à un agent immobilier. Bon, soit c'est possible. Souvent, vous avez aussi le cas où le mec a surévalué son bien, a fait venir des agents IMO. Les agents IMO ont dit non, ça vaut pas 300, ça vaut 200. Et le mec dit ah ben non, si vous me dites que ça vaut 200, ben moi je passe pas par vous, je le vendrai tout seul à 300. Et vous allez visiter. Bon, après là je vous fais un cas un peu théorique. Je pense que si on voit ça, on n'ira pas le visiter directement, mais ça peut arriver que le mec essaie de le vendre tout seul parce qu'en fait, il veut pas négocier son prix et en fait, il le surévalue un petit peu. Et là où justement, s'il avait pris un agent immobilier, ben l'agent immobilier lui ferait un peu entendre raison et négocierait un peu lui ferait baisser un peu son prix. Là, le mec, s'il est en direct, il va pas vouloir baisser son prix. Vous, ça va vous braquer un peu parce que c'est normal. Franchement, je connais quasiment très peu de biens dans l'immobilier qui se vendent sans négociation, sauf si on est sur des biens prime ou de luxe, où là, c'est un peu différent. Mais les coûts de fusil, c'est pas assez précis. C'est ça. Et puis surtout, nous, dans l'immobilier qu'on fait, c'est-à-dire l'immobilier locatif de rendement, il y a toujours de la négociation, même si elle est des fois un peu symbolique, du style on négocie 2-3% du prix. Voilà, c'est symbolique, mais au moins il y a une négociation. Et c'est con, mais dès que vous négociez 2 000 euros, ben vous avez gagné 2 000 euros. Parce que c'est 2 000 euros moins que vous aurez à rembourser à votre banque ou à sortir de votre poche. Donc quoi qu'il arrive, négociez toujours au maximum vos biens immobiliers, ça c'est sûr. Et quand il y a un agent immobilier, ça peut être plus facile parce que justement, dans la boum anecdote qu'on vous faisait en introduction, où on vient enfin de terminer une négociation, je sentais que l'agent immobilier, de ce qu'il m'avait dit, ça faisait longtemps que c'était à la vente, il avait pas eu beaucoup de visites et en plus, il voulait que ça se vende. Donc moi, je me suis dit, bon, l'agent immobilier, dans ce cas-là, ça va être un très bon allié parce qu'on lui a montré qu'on était intéressé et qu'on était solvable et que il va se battre pour qu'on ait le prix le plus intéressant possible. Et après, tu as des agents IMO, je pense que surtout ceux qui font du off-market, au bout d'un moment, alors il y en a un avec qui on a déjà fait affaire et je pense qu'on refera affaire parce que de temps en temps, il nous propose des biens. Lui, du coup, il a déjà une commission de base. C'est-à-dire qu'il n'a pas vendu, mais quoi qu'il arrive, sa commission, elle est là et on doit lui verser. Et du coup, ça facilite quand même grandement les choses parce que, vu qu'il a des biens d'exception quand même rentables, on lui paye sa commission fixe et comme ça, au moins, quoi qu'il arrive, ça se vend pas. Oui, c'est vrai qu'on a acheté des locaux commerciaux par le biais de cet agent immobilier et c'est vrai qu'il a un agent immobilier un peu vieille école mais qui est, il est très bien. Extrêmement efficace, c'est-à-dire que lui s'y connaît dans l'immobilier. Surtout, il connaît son secteur, parce que ça aussi, on n'en a pas parlé pour un bon agent immobilier, mais il faut connaître son secteur, en fait. Je veux dire, il faut connaître la ville, il faut connaître la mairie, voire le maire, il faut connaître les commerçants. Il faut vraiment connaître sa ville, en fait. Oui. Et lui, il connaît très bien son secteur. C'est simple, il connaît tout le monde. Et en réalité, ce qui fait qu'il est bon, c'est que lui, il a un peu justement, c'est les agents immobiliers qui sont malins et qui savent comment encaisser beaucoup de commissions, c'est qu'il veut vendre le plus vite possible. Donc il fait quasiment que du off-market. Ouais. Il publie jamais d'annonces. Et en fait, il a une liste de prospects intéressés ou de clients. Il appelle au fur et à mesure. Et en fait, c'est simple, lui, il visite des trucs, il prénégocie pour vous. En fait, il descend le prix du vendeur au maximum, qui fait que quand il vous appelle pour vous proposer, c'est oui ou c'est non. C'est oui ou c'est non. Le prix est tellement intéressant que vous allez directement et même si sa commission pour le coup est vraiment chère parce qu'il prend une commission sur le vendeur, une commission sur l'acquéreur, mais même si la commission est très élevée, il vous fait gagner tellement d'argent sur lui-même avoir négocié pour vous qu'en réalité vous vous dites ok, il n'y a pas de souci, on signe quoi. Pour vous donner un peu un ordre d'idée du genre d'agent IMO que c'est, alors déjà sur le bien la première vente qu'on avait fait avec lui, en fait la mairie voulait préempter. Donc en fait c'est toujours la même mairie Ouais, on en avait parlé dans un autre épisode. En fait la mairie voulait préempter, le mec a tellement de réseau qu'il allait manger avec le maire, c'est pas une blague. Oui, et il avait été rencontrer le maire pour éviter qu'il préempte et qu'il nous laisse la vente. Et voilà, et en fait il nous a arrangé comme ça, au final c'est un bien ultra rentable qu'on a. Et par contre aussi une autre anecdote avec lui, alors là c'est dans le Gard du coup, à Nîmes pour ceux qui connaissent. Putain il nous appelle dans la semaine, il nous dit ouais j'ai un truc. Venez samedi visiter. Putain, on était trop chaud parce qu'en fait c'était quelque chose qu'on pouvait payer cash, donc vraiment c'était vraiment un coup de fusil. C'est simple, c'était un local commercial, il faisait
80 ou 100 mètres carrés, je me souviens plus. Ouais, enfin, dans très le grand. centre de Nîmes, Dans le centre ultra de bien Nîmes, placé. Et c'était moins de 20 000 euros. Alors bon, il y avait au niveau travaux, vous étiez Oui, la marge, sur mais de la rénovation totale, il fallait retirer des gravats. Enfin bon, on était, mais bon, ça restait très rentable. un local commercial dans le centre historique de Nîmes, qui est quand même pas une petite ville, et moins de 20 000 euros quoi. Ouais. C'est-à-dire que si vous étiez bon, vous trouviez, je sais pas moi, un restaurateur, quelqu'un qui voulait vraiment ce bien-là, vous vous mettiez d'accord avec lui, vous lui faisiez 1 an de loyer, il faisait tous les travaux et vous aviez un local commercial loué 500 ou 600 euros par mois que vous aviez payé 20 000. Enfin, il y avait des niveaux de rentabilité incroyables qu'on pouvait faire avec ce bien. Et punaise, on arrive à Nîmes, parce que du coup, on habite Montpellier, il y a quoi, une demi-heure, à peu près, une grosse demi-heure de route. Et putain, on arrive à Nîmes, on se gare, il nous appelle, il nous dit ouais, vous êtes déjà parti ou pas? On dit oui, on vient d'arriver. Il dit ça sert à rien, la vente est faite. En fait, le mec juste avant, forcément, il l'avait pris. Un peu deg, du coup on l'a visité quand même pour savoir, mais franchement, voilà, le genre de pépite qu'il faut avoir dans ses contacts. Dans son réseau, ouais, tout à fait. Ouais, je vous disais pour les biens off-market, j'ai fait un post dessus, mais voilà, en fait, il faut s'entourer de gens comme ça. Il faut, voilà, c'est pas quelqu'un avec qui il faut déconner non plus. Oui. En fait, c'est simple. Ce qu'on appelle vraiment le off-market, c'est votre réseau déjà, c'est-à-dire tous les gens que vous connaissez, qui, quand à un moment donné, vous commencez à dire autour de vous que vous êtes intéressé d'acheter de l'immobilier, peut-être qu'un jour, ils vont réussir à vous appeler, à vous proposer quelque chose. Et après, l'autre off-market, c'est connaître des agents immobiliers qui connaissent tellement bien leur secteur et ont accès justement à ce type de biens et sont capables d'identifier des prix ou sur vraiment des pépites ou des coups de fusil qui se vendent rapidement. Et après, une fois que vous êtes fait connaître, que vous avez peut-être fait une opération avec eux, derrière, ils vous rappellent. Voilà, ça fait partie de nos pépites. On en avait une aussi là sur Montpellier plutôt. On a fait les 2 locaux commerciaux. Ouais, les 2 locaux commerciaux. Ça s'est super bien passé. Elle avait été vraiment efficace déjà sur le premier. Déjà, elle était carrée. Justement, quand on parlait tout à l'heure des prérequis de l'agent immobilier, on va visiter. Elle vous attend avec le plan de copropriété, le règlement. Elle connaît les réponses aux questions que vous posez sur la résidence, le quartier, le stationnement, enfin toutes les questions que vous pouvez un peu lui poser, elle le sait. Elle n'était pas spécialement professionnelle du bâtiment, mais bon voilà, en tout cas elle est capable de vous dire voilà, on est sur un sol carrelage et que, enfin bon, bref, c'est un mur porteur ou pas, voilà, ça c'est les types de questions qu'elle est pas capable de répondre. Elle sait où sont les compteurs, elle a identifié les trousseaux de clés, enfin voilà, elle est capable de vous accompagner de manière très bien. Et effectivement, on a fait une opération avec elle, c'est bien passé. Elle nous a rappelé en nous disant qu'elle avait autre chose et on est allé visiter, on l'a acheté aussi. Donc on a fait 2 opérations directement avec cet agent immobilier et franchement, on n'hésitera pas à repasser par elle si jamais elle a à nouveau quelque chose qui nous intéresse. Et je réinsiste là-dessus, mais soyez aimable avec les gens, parce que si vous n'êtes pas aimable, ils vous rappellent pas. Même quand des fois ça coince un peu, que voilà, vous êtes obligé de les relancer, soyez toujours aimable, parce que ça entretient le réseau et voilà, il y a quand même des gens qui ont des compétences et eux aussi un sacré réseau. Voilà, je pense à notre agent immo là, du Gard qui est vraiment bien. Ça. Voilà, soyez aimable avec les gens, même si des fois par exemple ça coince un peu. Ne vous énervez pas, soyez aimable et voilà, vous entretiendrez votre réseau. C'est ça exactement, parce qu'en fait, dites-vous toujours que quand vous êtes agréable, les gens, c'est simple, hein, enfin nous-mêmes toujours là actuellement dans nos métiers, on est en contact avec de la clientèle, on préfère toujours appeler le client qui est sympathique du client qui est désagréable. Ouais. Donc en fait, soyez la personne agréable et en fait, vous allez naturellement monter sur la liste des potentiels. Sachant que je sais pas toi, mais moi les gens agréables, je leur fais toujours plus facilement les choses, alors que les gens désagréables, je me dis, ils me cassent les couilles. Tu veux les couper la conversation. Lui, il passera à la fin de la journée parce que vraiment, il est relou. Et donc, voilà, soyez aimable. Juste du coup, pour revenir, tu conseillerais de passer plutôt par un mandataire ou un agent immobilier ? Du coup, il faut qu'on rappelle ce que c'est un mandataire. Oui, alors, il n'y a pas vraiment de conseil de passer par l'un ou par l'autre. Alors d'abord, je vais expliquer la différence entre les deux. Alors c'est vrai qu'en France, il y a souvent le truc où on se dit « Non, mais il n'est pas agent immobilier, il n'est que mandataire ». C'est tout simplement que à la base, agent immobilier, vous travaillez dans une agence immobilière, donc il y a une boutique, il y a une vitrine, voilà, elle a un bureau quelque part dans la ville. D'ailleurs, normalement, il y en a toujours dans les villes, enfin, il y a plus d'agences immobilières que d'agences bancaires dans la plupart des villes de France aujourd'hui. Et donc, quand vous êtes mandataire, donc les mandataires, c'est assez récent, je pense que ça fait peut-être 20 ans que ça doit exister, quelque chose comme ça. C'est simplement, on appelle ça un réseau de mandataires, c'est-à-dire qu'en fait, c'est des agences qui n'ont pas de bureau,
Donc c'est uniquement dématérialisé en fait. Et pour être mandataire dans leur réseau, c'est assez facile. Vous passez un entretien, vous faites 2 semaines de formation à distance ou peut-être en présentiel en fonction des régions. Et vous êtes lâché mandataire pour tel réseau. Donc les réseaux de mandataires les plus connus, vous avez IAD, vous avez Capimo, vous avez Propriété Privée, vous avez Safety. Voilà, c'est des noms sans doute qui vous parlent. En fait, eux n'ont pas de bureau, ils ne sont que sur Internet ou par le biais de leurs commerciaux qui se déplacent partout en France. D'un point de vue compta, ils payent leurs outils quand même. Enfin, moi, je me rappelle, j'avais eu un agent IMO IAD. Oui. Et en fait, du coup, ils payent les plateformes, ils payent Oui. plein de choses. Et je pense qu'ils reversent un tout petit peu de commission à la franchise. Oui. C'est pas une franchise, mais au mandataire. Et comme ça, au moins, ils peuvent profiter des outils plus facilement. Bah c'est vrai que comme tu le dis, en fait, ça fait partie un peu des différences. Donc une des différences principales, c'est que comme il n'y a pas d'agence, les mandataires, en fait, à leur réseau, ils ne vont pas reverser autant de commissions. Tout à l'heure, on parlait qu'un agent immobilier, ben forcément, il y a quand même une agence, il y a quand même des bureaux, il y a quand même des logiciels à payer, il y a quand même des frais fixes. Ils vont, pour avoir la carte T, l'agent immobilier à son agence, il va pouvoir refiler 50, 40, 30% de ses commissions. Dans le réseau de mandataires, c'est un peu différent. Il redonne beaucoup moins de commissions à son réseau. Il va juste payer ses outils. Parce qu'en réalité, il a moins d'aide, il n'a pas de bureau physique, il a pas plus d'aide, il a moins d'aide qu'un vrai agent immobilier. Mais par contre, forcément, ça veut dire qu'il a plus de commissions nettes dans sa poche. Donc en fait, les mandataires sont venus un peu tirer le marché vers le bas sur le montant des commissions des agences immobilières en France. Parce que ça, c'est vrai qu'on n'en a pas encore parlé dans cet épisode. Mais le coût des agents immobiliers sur les ventes immobilières, c'est faramineux. Alors même si depuis le début de l'épisode, on essaie de parler entre les bons agents et les mauvais agents immobiliers. Il y en a qui valent leur commission, oui, d'autres beaucoup moins. Beaucoup moins, parce que si vous voulez, en moyenne, en France, les commissions des agents immobiliers, c'est entre 5,80 et 6%. Donc vous payez 6% de votre prix que vous versez au vendeur, il y en a 6% qui partent pour l'agent immobilier, sachant que la moyenne européenne est à 4% quand même. Donc ça veut dire qu'en France, on paye 50% de plus de commissions aux agents immobiliers que dans les autres pays européens. Toi, tu préfères avec ou sans ? Moi, je pense que je préfère avec quand même. Agent immobilier. Mais en fait, on a un petit peu parlé tout à l'heure. C'est vrai que moi, je préfère avec parce que c'est plus facile de négocier et qu'en réalité, le coût de l'agent immobilier, on peut le récupérer sur une bonne négociation avec le vendeur. Si vous négociez 20% du prix, les 5 ou 6% que vous allez filer à votre agent immobilier, vous les avez récupérés comme ça, quoi. Ouais. Donc c'est vrai que moi aussi, je préfère avec, mais je préférais avec, mais avec un peu moins de commission, quoi. Et c'est vrai que pour le coup, l'avantage, c'est que quand vous passez par un mandataire, vous avez une commission qui va être nettement plus faible. Souvent, les mandataires, ils vont prendre 4% maximum parce que justement, comme ils ont moins de frais fixes et qu'ils donnent moins de commissions au réseau pour bénéficier de leur carte T et quand même pouvoir faire la transaction, en fait, ils ont une commission qui est plus faible et c'est vrai que autant pour le vendeur que pour l'acquéreur, c'est intéressant. Ok. Est-ce que tu as autre chose à rajouter sur les agents immo ? Oui, alors ça c'est peut-être si un agent immobilier vous le propose quoi qu'il arrive, vous dites non, c'est que souvent les agences immobilières en fait elles peuvent légalement vous faire signer des compromis de vente. Donc c'est-à-dire que normalement le compromis de vente que vous signez chez notaire, ça nous est arrivé une seule fois de le faire et c'était pas une bonne idée. On avait signé un compromis de vente directement à l'agence immobilière. Non, on l'a fait même 2 fois. On l'a même fait 2 fois d'ailleurs. Enfin, c'était au début où justement je ne savais pas, l'agent immobilier nous avait dit non mais le compromis de vente on le fait à l'agence, etc. C'est plus rapide, ça évite de perdre les délais chez le notaire, etc. Quoi qu'il arrive, vous refusez parce que l'avantage c'est que quand vous faites le compromis chez le notaire, vous mettez déjà votre notaire dans l'histoire. Il va vérifier plein de choses sur le cadastre. Il a un conseil un peu plus avisé que l'agent immobilier. Exactement, il va vérifier les diagnostics, il va vérifier beaucoup de choses pour vous. Vous allez pouvoir en parler avec lui, alors que quand vous le faites à l'agence immobilière, le notaire en fait ces vérifications là, il va pouvoir que les faire avant la vente. Et avant la vente, des fois en termes de délai, vous allez vous retrouver un peu court et perdre du temps si jamais votre notaire se rend compte que il y a une bourde parce que le bien sur le cadastre, il n'est pas tout à fait tel que l'agent immobilier vous l'a présenté, parce qu'il y a peut-être eu des constructions non déclarées ou ce type de problématique. Des servitudes, etc. Donc c'est pour ça que ne signez jamais de compromis directement en agence immobilière, signez-les directement chez notaire. Et tu as peut-être une dernière anecdote sur un agent immobilier, quelque chose de drôle ? Moi, je me souviens qu'une fois, j'ai perdu patience avec un agent immobilier parce qu'en fait, on avait rendez-vous pour une visite. J'avais appelé 10 jours avant. Et en fait, la personne devait me confirmer la visite. Et en fait, on avait peut-être 1 heure de route pour y aller. Et le matin de la visite, j'avais toujours pas de confirmation.
Et là, j'appelle l'agent immobilier, je fais excusez-moi, mais vous vous rendez compte quand même qu'on a 1 heure de route, on est sur le point de partir, je veux dire, on va pas faire 1 heure de route si la visite n'est pas confirmée. Ah oui, mais désolé, j'ai oublié de vous le confirmer. Et ouais, je me souviens que ce jour-là, j'ai perdu un peu patience, je me suis énervé. Parce que là, pour moi, enfin, moi, je l'avais pris pour un manque de respect de pas me confirmer la visite parce que, en fait, je suis désolé, mais si elle répondait ni à mes messages, ni à mes mails, et qu'en fait, juste répondre pour une confirmation de visite, enfin, je veux dire, c'est le minimum du minimum. Et là, je veux dire, on sort même de l'immobilier. Enfin, je veux dire, quand vous avez un rendez-vous chez quelqu'un et que la personne doit vous le confirmer, enfin, c'est le minimum du respect que vous lui devez, quoi. Donc, Moi, je me rappelle alors c'est toujours dans la ville où on a le plus de biens, parce que maintenant on la connaît bien, cette ville. On était tous les deux, je sais pas si tu te rappelles, c'était quand même assez bien placé, pas très loin des biens qu'on a, qui sont toujours plus ou moins dans le même secteur. Et l'agent immobilier, alors il était bien, mais en fait, je sais pas, l'immeuble il était fissuré, les fenêtres fermaient pas, il nous disait, c'est un super bien, ça va être super rentable. On monte en haut, je sais plus quelle dinguerie qu'il y avait en haut, il y avait de l'eau qui coulait du toit. Il nous disait, ça va. oui. Il y a peut-être un petit peu de travaux, mais franchement, très rentable. Tu te rappelles de ce mec-là ? Oui, je m'en souviens. Je me souviens que les parties communes, elles étaient dans un état catastrophique. Il y avait des fissures partout. C'est vrai que vous allez devoir refaire les parties communes. Il dit, mais franchement, moi, je connais des artisans, pour 3 000 € ils vous les refont. Alors que franchement, non, pas du tout. Même à l'époque, il y en avait au moins pour le double, voire peut-être le triple pour refaire correctement les parties communes. Les menuiseries, ils disaient, les locataires, en fait, la fenêtre fermait pas au premier étage, je crois. Non, c'était le Velux du dernier étage qui fermait pas. Non, même au premier. Elle fermait pas non plus. Ils disaient, le locataire, il s'est jamais plaint. Ça peut peut-être attendre. Ouais, j'étais là, what the fuck. Et c'était vraiment très cher, pour le coup. Ouais, c'est vrai que c'était cher. Et il disait qu'en fait, ça c'était le problème, parce que du coup, à la limite, pourquoi pas, s'il y avait des travaux, mais on disait, pour le prix, combien ils nous demandaient 230, je crois. Ouais, on était à 230 pour 4 appartements. 4 appartements, enfin, pour le quartier, pour la ville, c'était hors de prix. Il y a quand même pas mal de travaux. Il y a une négo qui est possible avec le vendeur. Ah non, je pense que ça va être compliqué. Le vendeur, ils se sont vraiment arrêtés sur ce prix-là. Je me rappelle, il y avait quelqu'un qui avait fait une offre 10 000 en dessous du prix. Parce que nous, on comptait présenter une offre largement, genre à 40, 30, 40, oui, je comptais négocier au moins 20% pour ce bien-là. Et encore, même si on l'avait négocié 20%, ça aurait pas été notre meilleur investissement. Ah, franchement, non. Au final, tant mieux. Des fois, la vie est bien faite. Et il nous disait, non, il avait refusé. Les vendeurs ont refusé une offre de 10 000 en dessous du prix affiché. Donc, la négo, ça risque d'être très tendu, quoi. On s'est jamais représenté du coup parce que c'était mort et puis en plus je voyais bien qu'il était pas dans notre camp visiblement donc oui. Je sais pas, il était persuadé que le quartier allait devenir incroyable. Alors bon, c'est pas un mauvais quartier, mais je veux dire, ils sont pas en train de construire une gare TGV dans le quartier, quoi. Je veux dire, il y a rien de particulier. C'est sympa parce qu'il y a des monuments historiques et des églises, mais en soi, vraiment, c'était limite un marchand de sommeil, le propriétaire. Moi, je suis désolée, je laisse pas des locataires avec une fenêtre qui ferme pas. Oui, déjà, et puis même l'immeuble avait vraiment rien de particulier. Et encore une fois, beaucoup de travaux. Le dernier étage, fallait tout refaire. Les parties communes, fallait tout refaire. Au rez-de-chaussée, la cuisine, elle était à refaire aussi. Il y a pas longtemps, un agent immobilier avec qui ça s'était super bien passé pour toi, une première vente. Oui. Tu te rappelles, c'était l'hiver dernier, toujours dans la même ville. On va visiter un immeuble qui est pas très loin du coup, là aussi d'un quartier qu'on connaît. Et en soi, c'était un off-market, donc le prix était quand même attractif. On visite le premier étage en bas, c'était sympa, c'était un Airbnb. On monte avec les agents IMO. On rentre, alors c'est le deuxième ou troisième étage, je me rappelle plus. Mais déjà au premier étage, il y avait pas mal de trucs cassés, la fenêtre, pareil, elle fermait pas. Oui, ils avaient eu un petit problème avec des locataires, mais ça apparemment ça devait être réglé pour la vente, donc à la limite, pourquoi pas. On monte chez un vieux monsieur qu'elle connaissait, parce qu'en plus une des deux gérait pour la dame l'immeuble. On rentre dans la salle de bain. Tu te rappelles la couche de moisissure? Les moisissures au mur, elles faisaient 3 cm d'épaisseur. J'avais jamais vu ça et elle était là. Oui, c'est vrai qu'il y a peut-être un petit problème d'aération et il faudrait peut-être mettre une VMC. Mais franchement, c'est un c'était plus des moisissures, c'était des mousses. Je sais pas si vous êtes déjà baladé dans la forêt, que vous voyez des mousses sur de la roche, mais en fait c'était de la mousse. Sur le mur de la salle de bain, j'étais choquée. Incroyable. Ils étaient là, oui, c'est vrai. Enfin, en vrai, vous déclenchez des maladies aux gens avec ça. Enfin, je veux dire, déjà, tu peux pas laisser des locataires là-dedans. Nous, en tant qu'acquéreurs, c'est sûr qu'on n'achètera pas parce que ça veut dire qu'il y a des problèmes
problème de probablement de remontée et... capillaire pour qu'il y ait autant d'humidité dans les salles de bain. Et en plus, on va au dernier étage. Au dernier étage, je vois que dans la salle de bain, la douche, elle est complètement pétée, elle a changé. Et en plus, apparemment, le locataire venait de partir. Apparemment, c'était un locataire mauvais payeur. Donc, forcément, l'appartement dans un mauvais état. J'ouvre le frigo. Quelle mauvaise idée j'ai eu d'ouvrir le frigo. Pourquoi t'as fait ça? Je sais pas, pour voir si le frigo fonctionnait, tu vois, parce qu'apparemment il était vendu avec. Et là, une odeur, parce qu'à mon avis, le frigo n'avait pas été vidé depuis plusieurs mois. C'était pas possible. Une catastrophe. Et pourtant, c'était un off-market, le prix était attractif, je me rappelle. Ouais, mais le prix était attractif. Quand tu creusais un petit peu, en vrai, il aurait fallu le négocier. Oui. La dame voulait pas le négocier. Et là, justement, j'en profite parce que c'est bien, tu me fais parler de cet agent immobilier qui pourtant... C'est très bien. On était passé par elle pour une opération qu'on n'avait pas faite, juste une négociation qui n'avait pas pu aboutir. Ouais, on n'avait rien acheté, on avait juste fait une négociation qui n'avait pas pu aboutir sur un autre immeuble. Ah. Et là, justement, sur les questions de probité et de déontologie, là, sur le coup, cet agent immobilier, j'avais demandé si on était dans une zone permis de louer. En fait, ça aussi, tester toujours les gens avec qui vous travaillez. C'est simple, pour tester quelqu'un, vous avez déjà la réponse à une question et vous posez quand même la question pour vérifier la réponse que vous allez en avoir. On fait ça à chaque fois, c'est faites-vous passer pour plus bête que vous êtes et vous testerez bien les gens et de savoir si vous mentent pas et si vous mènent pas en bateau. Donc moi, je savais que l'immeuble, avant de visiter, j'avais vérifié, je savais que l'immeuble était dans la zone du permis de louer. Donc le permis de louer, ça veut juste dire qu'à chaque fois que vous mettez un appart en location, vous devez faire passer la mairie pour vérifier, c'est toujours un peu chiant. Et particulièrement quand vos appartements, ils sont pas aux normes. Un centimètre de moisissure sur vous avez des problèmes de VMC, enfin ce genre de truc, c'est regardé à chaque fois. Donc moi je savais déjà qu'il était dans ce secteur et je me dis c'est quand même bizarre que cet immeuble il ait pu passer à la location vu la moisissure qu'il y a dans les salles de bain. Donc ce que je dis à l'agent immobilier, je dis est-ce qu'on est dans la zone du permis de louer? Et elle me répond catégoriquement non, elle me l'a même dit par écrit. Alors qu'on y était. Donc, soit elle est mauvaise, elle n'a pas fait son travail. Non, je pense qu'elle le savait, mais qu'elle ferme les yeux. Je pense qu'elle le savait, mais qu'elle ne pouvait pas nous le dire. Son associé était en charge de la gestion de cet immeuble. Oui. Et en fait, moi je trouve que c'est à la limite du marchand de sommeil. En fait. Complètement. Donc, là, typiquement, on est dans le type d'investissement où sur le papier, ça a l'air rentable. Et quand vous allez dans les faits, c'est un nid à problème. Un vrai nid à problème. Et d'ailleurs, n'achetez jamais des investissements qui sont trop tordus. Vous devez par exemple dépendre de quelqu'un, ce qui aurait été le cas de cet investissement. Ouais. On la prenait avec, on lui rétrocédait une partie des loyers. Exactement, c'est-à-dire qu'en soi, elle nous proposait de gérer pour nous le bien. Nous, ça nous intéresse ce genre de choses en vrai, quelqu'un qui peut nous gérer les biens. Ouais, mais on sentait qu'on allait être dépendant, pris poings et mains liés, et qu'après, c'était surtout un revendable derrière. Quoi. C'est ça. Donc ça aussi, dès que vous visitez un bien, si vous avez l'impression que vous êtes le seul à pouvoir l'acheter et que derrière ça sera pas revendable, n'y allez pas. Sauf si vous avez vraiment de l'expérience dans l'immo, que vous prévoyez de le transformer, n'y allez pas parce que ça veut dire que derrière vous risquez d'avoir des problèmes et si un jour vous devez vendre, de ne pas pouvoir vendre. En plus, elle nous avait dit qu'on n'était pas les seuls, que c'était voilà, des fois les gens faut faire un peu gaffe parce qu'elle nous disait du coup je vous le fais d'abord visiter à vous, mais j'ai d'autres personnes qui sont très 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 intéressées, il me faudra une réponse rapide et tout ça. Franchement, quand on a visité le truc, ça m'étonne qu'il y ait des gens vraiment qu'il y ait du monde au portillon pour ce prix-là. C'est sûr. Ou c'est parce qu'il l'avait pas encore visité. Enfin, on s'est pas positionné, on a bien fait. Laissez tomber. Bon, on vous remercie. Ouais. On vous remercie. On arrive à la fin de cet épisode sur les agents immobiliers. On espère qu'on vous a un peu expliqué comment ça fonctionnait, que vous avez pu apprendre pas mal de choses et que si vous allez visiter un bien, quand vous rencontrez l'agent immobilier pour la première fois, vous penserez un peu à nos conseils et à vous demander s'il est compétent ou pas. Et également qu'on vous a un petit peu régalé avec toutes nos anecdotes. Oui. Bon, écoutez, je vous remercie de nous avoir écoutés jusqu'ici. J'espère que semaine prochaine, on pourra repartir sur un épisode tous les lundis comme on faisait jusqu'à la fin de l'année dernière. Et écoutez, n'hésitez pas à liker cet épisode, à vous abonner au podcast si ce n'est pas déjà fait et éventuellement le partager autour de vous. Vraiment, ça nous ferait très plaisir et ça permettrait de continuer à le faire grossir et à le faire découvrir à d'autres personnes. Je vous dis à très bientôt. Ciao.